Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum, vœux du président de la République du Togo à la nation. Quelles sont les satisfactions et les attentes non comblées? Nous en parlons avec le ministre togolais en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Koda Ayiwadan, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette seconde partie. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et cette seconde partie, c'est la partie des téléspectateurs également, qui peuvent nous rejoindre, nous écrire au plus 228 96 46 10 31. Avant donc de commencer par vous relayer les questions des téléspectateurs, monsieur le ministre, nous étions en train de parler du volet garantie des libertés évoqué par le chef de l'État et vous nous rassuriez que malgré les arrestations de journalistes et d'activistes, pour vous, il n'y a pas matière à inquiétude. Non, nous sommes certainement un des pays où la liberté d'expression a probablement atteint son acmé. On peut dire ce que l'on pense dans notre pays. Et le plus important, le chef de l'État l'a rappelé, c'est que cette expression soit réalisée dans le cadre défini par la loi. Si ces conditions sont remplies, évidemment que l'expression pluraliste continuera à faire son lit dans notre pays. C'est seulement comme cela que notre démocratie va s'affermir et continuer à se construire dans la durée. Oui, vous parlez des lois, mais certains pensent que les lois que vous évoquez là ne permettent pas, en tout cas, ou permettent de mettre les journalistes en prison en criminalisant leur métier. Elles permettent aussi d'emprisonner des chefs de parti et des activistes de la société civile pour des opinions. Est-ce que ce n'est pas la loi qui est mauvaise? Je pense que nous avons l'une des lois les plus avancées en matière de liberté de la presse notamment, et vous pouvez en convenir avec moi, aucune loi ne peut avoir pour objectif de mettre un individu en prison. Les textes de loi sont d'abord faits pour organiser les relations entre les citoyens dans le pays. Alors, je le disais un peu plus haut, ce n'est pas parce que l'on est journaliste et que la loi portant code de la presse et de la communication a assis dans notre pays la dépénalisation des délits de presse. On a bien insisté là-dessus, on parle de délit de presse. Dès lors qu'il s'agit d'un délit dans le cadre de l'exercice de sa fonction ou de sa profession, à aucun moment le journaliste ne se retrouvera en prison. Mais nos textes sont au aussi XXIe clairs. siècle, en excluant du champ de la presse les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas gênant pour vous? Je pense que le débat est très intéressant parce que, en vérité, lorsque ce texte a été adopté avec les journalistes, il ne faut pas l'occulter. Il s'agit d'un texte qui a été rédigé avec mes prédécesseurs, mais dans une démarche participative. Tous les rapports l'attestent. Les journalistes étaient d'accord. Pourquoi? Parce que, au moment de la rédaction, l'esprit du texte était lequel? L'esprit du texte était double. D'une part, l'État assumait sa posture de dire qu'il n'avait pas les moyens de contrôler tous les réseaux sociaux. Donc, l'on ne pouvait pas inclure les réseaux sociaux dans le champ d'application de la loi portant code de la presse et de la communication. Le deuxième volet qui était favorable aux journalistes, et ils étaient d'accord en ce moment, c'était de dire tout simplement qu'il fallait protéger les journalistes. Si l'on admettait que tout individu sur les réseaux sociaux pouvait agir comme un journaliste, tout le monde devenait journaliste. Et de ce point de vue, les journalistes n'avaient plus cette particularité ou cette préférence qui était due à la possession de la carte de presse. Donc, le texte est très clair. Oui, mais c'est simple à faire. Si on a la qualité de journaliste et qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est différent d'un citoyen lambda qui s'exprime. Lorsque vous créez une chaîne YouTube et que celui qui fait une activité de cuisine crée une chaîne YouTube, le citoyen lambda qui regarde les deux, comment est-ce qu'il fait la différence? En tout cas, ce qui a été acté en ce moment-là, c'était de dire que nous n'étions pas encore prêts pour pouvoir contrôler le tout et nous souhaitons, les journalistes en étaient d'accord, protéger les journalistes pour qu'ils puissent conserver cette exclusivité. Maintenant, si vous voulez créer un média en ligne, le texte est tout aussi clair et dit les conditions dans lesquelles on crée un média en ligne. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas biaiser le débat en considérant que un texte qui date de 2020, un an après, serait obsolète. Il y a
toute une période transitoire pour l'application de ce texte. Ce texte-là sera appliqué durant cette période. Et s'il faut s'asseoir et en discuter, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il ne faut pas affirmer que le texte est liberticide parce que le texte est clair et une fois qu'il est pris, il faut juste en respecter les termes. Est-ce que ces réseaux sociaux ne peuvent pas être considérés comme des extensions des organes dont sont responsables les deux qui ont été envoyés en prison et mis en liberté le 31 décembre sous condition? Je veux parler de Joël Legar et de Ferdinand Huité. Mais c'est là aussi un biais qui est constitué. Relisez le code de la presse et de la communication, vous verrez, je le disais tout à l'heure, lorsque vous créez un journal, si vous souhaitez en avoir une extension, en tout cas en ligne, mais vous créez un média en ligne, par exemple. Il y a certains qui l'ont, il y a certains qui ont des journaux en ligne et qui ne sont pas inquiétés. Donc, il faut respecter les textes et éviter de travestir le contenu d'un texte qui, à mon sens, était plutôt clair et qui nous permet d'être en avance, en tout cas, sur beaucoup de pays. Si vous lisez les différents rapports, cela est dit, on fait partie des tout premiers pays à avoir dépénalisé les délits de presse et notre pays a veillé à ce que ces délits de presse restent dépénalisés. Donc là-dessus, je pense qu'il faut revenir à une approche simple, pédagogique de ce texte-là. Une fois que nous aurons appliqué le texte, nous l'aurons porté à maturation, nous verrons. Un texte n'est pas figé dans le temps. Un texte peut évoluer, cela n'est pas discutable. Lorsque ce texte-là a été discuté, évidemment que les réseaux sociaux n'ont pas pris l'ampleur que les réseaux sociaux ont aujourd'hui. Donc pourquoi les uns les autres commencent à dire que subitement le texte est devenu liberticide? Le législateur, il crée pour l'avenir, il anticipe l'avenir, mais à aucun moment le législateur ne dit qu'il possède la science infuse. Mais l'autre volet de la question, peut-être on va terminer là-dessus, est-ce qu'on a besoin forcément d'envoyer des journalistes en prison avant de les juger ou de les confier à la gendarmerie qui s'occupe des affaires criminelles? Moi, je voudrais insister. Est-ce que vous n'abusez pas du script, je voudrais insister sur une chose. Ce n'est pas la qualité qui est en cause. Ce n'est pas la qualité qui est en cause. Ce n'est pas parce qu'un tel est directeur de société, un tel est journaliste, un tel est vendeur d'illusions, qu'il échappe au droit commun. Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Les juger. Ce sont les faits. Les gardant en liberté, ce sont les surtout faits. Quand on sait que les prisons, et la situation sont surpeuplées. Ce sont les faits et la situation qui commandent l'action judiciaire. Si le procureur de la République estime, ou le juge d'instruction notamment, estime qu'il y a un risque de non-représentation, il prend une mesure de détention préventive. Il en a le droit, c'est dans le code de procédure pénale. Est-ce que le procureur peut faire autre chose quand celui qui porte plainte est son patron ministre de la Justice? Alors ça, je pense que là, on est dans une autre approche. On est dans une situation particulière. Celui qui porte plainte dont vous parlez, il n'en est pas moins citoyen. Ce n'est pas parce que l'on est ministre de la Justice que ça y est, on n'a plus de droit du tout. Donc, ce sont là c'est là le fonctionnement particulier d'un État. Parce qu'il est ministre, plus rien ne doit l'atteindre. Je crois que le débat ne doit pas être porté sur ces éléments-là. Le débat doit rester sur le fond. Pourquoi est-ce que l'individu a été interpellé? Il a été interpellé parce qu'il a enfreint la loi. S'il a enfreint la loi, quelles sont les réponses proposées par le législateur pour apporter une correction? Les réponses sont dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. Et l'application de ce texte, c'est le code de procédure, ce sont les lois togolaises qui ont été appliquées pour que ces individus soient mis pour le moment, leur culpabilité n'est pas établie. Il n'y a pas eu de procès. N'a pas eu lieu. Mais bien sûr, c'est normal. Autant pourquoi ne pas les laisser en liberté? Et là, ils sont... Ferdinand Huité, Joël Legar, ils ne vont pas fuir le Togo d'ici demain. Vous voyez que vous prenez une position personnelle, alors qu'ici, nous devons rester dans une démarche objective. Donc, si c'était mon cousin, lui, il y aurait une présomption sur lui parce qu'il n'est pas journaliste, qu'il s'enfuirait. La question est là. Désolé pour mon cousin parce que je le cite en exemple. La personnalité de mise en cause. Donc on revient à la personnalité. Là, nous sommes en train de faire un débat pour moi qui n'a pas lieu d'être. Nous avons des règles qui sont très simples, qui essaient d'être appliquées. Et aujourd'hui, en fait, il ne faut pas que, parce que les individus ont une position dans la société, l'on pense que ces individus peuvent échapper
aux rigueurs de la loi. Je crois qu'il faut rester véritablement raisonnable sur le cours de la justice. Le cours de la justice invite que, en situation de crainte de non-représentation, on aille en détention préventive. Si le juge estime à un moment donné que les personnes peuvent bénéficier d'une libération provisoire, le juge les met en liberté provisoire. Pourquoi est-ce que les concitoyens veulent anticiper sur le cours de la justice? Moi, il me semble que ce n'est pas logique. Et, nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs, monsieur le ministre. 91 62 16, c'est notre fidèle Richard Tagba de Kara qui nous écrit. Je vous souhaite mes vœux de santé et de prospérité à la chaîne New World en vue des prestations plus poignantes. Mes vœux de santé et de succès au ministre. Pour ma part, dans le discours du chef de l'État, j'adhère pleinement à l'idée de lutte contre le terrorisme et souhaite des actions plus fortes à l'endroit de ceux qui sont engagés sur les fronts. Pour le secteur privé, comme nous qui travaillons dans les établissements privés d'enseignement supérieur, aucune action n'est entreprise à notre endroit quand on sait que ces établissements ne sont pas financièrement accompagnés, alors même que leur personnel rend service à la nation. Je peux ajouter la presse aussi. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Je voudrais remercier M. Tagba pour son intérêt et lui souhaiter une très bonne année à lui aussi. Les enseignants du privé supérieur, de l'enseignement privé supérieur, ne sont pas occultés de la politique gouvernementale et je voudrais le rassurer sur un point. Aujourd'hui, il est en discussion un texte de loi justement sur ces établissements privés d'enseignement supérieur. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur travaille justement sur ce point-là. Les conditions de collaboration de ces établissements avec l'État, les questions notamment de rémunération, etc., seront discutées dans le cadre de cette loi. Mais n'oublions pas, les établissements privés d'enseignement supérieur constituent des initiatives privées. Donc c'est d'abord le secteur privé qui est en jeu, même s'il s'agit ici d'un secteur privé qui accomplit une mission de service public. Mais la collaboration le cadre de cette collaboration va s'améliorer au fur et à mesure de l'aboutissement de ce texte de loi. 91, 84, 87, 91, 84, 87, nous aurons voulu entendre le chef de l'État aborder 1. La question du chômage des jeunes, 2. La précarité de la vie, 3. Le soutien aux PME, les concours qui sont lancés, mais les résultats ne sont jamais proclamés. Relativement à ces différentes mesures, à ces différents points qui auraient pu être abordés, je voudrais dire de façon globale que le cadre d'un message de vœux à la nation est d'abord un cadre de communion. Nous sommes à la fin de l'année, le chef de l'État fait un bilan sommaire de l'action sur l'année écoulée et se projette. Le cadre ne permet pas d'aller au fond des annonces et d'apporter des réponses sur toutes les problématiques. Mais attention, le gouvernement a été instruit individuellement relativement au ministère sectoriel pour faire les annonces qui doivent être réalisées le long de ce mois de janvier. Concernant le problème du chômage des jeunes, il y a eu des actions fortes qui ont été réalisées tout le long de l'année écoulée. Le ministère du Développement à la base a continué à apporter son soutien aux initiatives de jeunes, notamment à travers le FAIEJ, on peut le citer, et d'autres petits projets qui ont permis de faire émerger des petits champions locaux. Moi, je vais citer l'exemple de la filière soja, par exemple, qui, cette année, a continué à bénéficier de l'action ou du concours du gouvernement. Et là, ce sont des résultats tangibles de l'apport fait aux petites et moyennes entreprises. La charte des TPME, à Covier notamment, on peut citer. Voilà, donc je vous en remercie. Je pense qu'il y a des actions qui se font et qui progressent. Anana, à Djolo. À Djolo. Dans la V. Voilà. Et cette filière, j'ai eu la chance de visiter l'une des fermes en compagnie de Madame le Premier ministre. Et je pense que ce sont des motifs de fierté de notre pays. Ce sont des jeunes de notre pays qui se sont mis ensemble, ont formé cette coopérative pour créer
quasiment un label bio. Ces ananas sont exportés vers des pays comme l'Italie et ces jeunes aujourd'hui peuvent être fiers de ce qu'ils font au quotidien parce qu'ils font travailler leurs frères et leurs sœurs. Ils font en sorte que des métiers qui étaient en voie de disparition soient remis au goût du jour. Il y a là des motifs de satisfaction. Il y a la charte des TPME qui a été adoptée par décret en Conseil des ministres et qui permet aujourd'hui de fixer les seuils pour pouvoir être considéré comme une micro-entreprise, une entreprise. Et en fonction de ces seuils, on a des actions qui peuvent être ouvertes. Donc, je crois qu'il y a motif à continuer à avoir confiance, comme le chef de l'État le dit. Peut-être il reste à vous de donner plus de visibilité à ces résultats qui sont sur le terrain en envoyant les projecteurs là-bas. Les projecteurs sont envoyés. Et je pense qu'on est certainement, avec toute l'humilité et la modestie qu'il faut, dans une période où il y a beaucoup de communication autour de l'action gouvernementale. L'idée, c'est aussi de ne pas saturer nos compatriotes et de se concentrer sur ce qui doit être fait. Ce qui est fait est déjà fait. Ce qui est fait est déjà fait. Et vous le savez, la posture du chef de l'État, elle est celle-là. Beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion, mais l'efficacité reste la trame de l'action. 90, 70, 75. 90, 70, 75. Bonne heureuse année. Merci aussi pour les efforts de diffusion qui nous arrivent au nord. Merci à vous. Pas seulement, nous sommes au sud aussi, à l'est et à l'ouest, hein, et sinon partout. Nous remercions Monsieur le ministre qui a accepté de nous clarifier le discours du chef de l'État. Nous saluons donc cette avance de salaire qui sera disponible dans la semaine prochaine. Alors, pourrons-nous compter vraiment sur le gouvernement que cette avance sera disponible sur nos comptes dès demain? Puisqu'on peut nous dire après qu'il y a problème et d'attendre. Notre téléspectateur doute. Question 2, est-ce que le prélèvement va se faire habituellement au Trésor? Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette action. C'est Nakpan Tchapou qui nous écrit de Kara. Merci, Monsieur Nakpan. Tchapou Nakpan de Kara. Je pense qu'il n'y a pas lieu de douter. Il n'y a pas lieu de douter. Le chef de l'État a fait une annonce. Et dans sa position de chef de l'exécutif, il ne peut pas faire une annonce qui ne sera pas mise en exécution. Dès la semaine prochaine, les virements vont commencer à se faire. Des détails techniques ont déjà commencé à se mettre en place depuis le début de l'annonce. Et je voudrais saluer ici les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir opérationnaliser la mise à disposition de ces fonds-là dès la semaine prochaine. Donc, sûr et certain. Absolument, absolument. Comme je peux en profiter pour vous annoncer que la journée de demain, 3 sera chômé et férié sur toute l'étendue du territoire. Plusieurs questions sont venues dans ce sens. Vous nous apportez donc la confirmation que demain, c'est chômé, férié, payé. Voilà. Demain, la journée de demain, 3 janvier 2022, sera chômé, férié et payé sur toute l'étendue du territoire. C'est une annonce du gouvernement. Annonce donc en direct dans les World Forum. Merci, Monsieur le ministre. 96 51 30, 96 51 30. Sur le plan économique, ce crédit 13e mois en prêt est une injection de la masse monétaire qui va entraîner une anticipation de la consommation et qui permettra de faire circuler l'argent dans le pays. N'est-ce pas nous qui disons souvent que l'argent ne circule pas dans le pays? Imaginez les opportunités pour les revendeurs, les commerçants, si chaque fonctionnaire dépense en un mois le double de ses revenus. Ce dédoublement de la consommation est une opportunité réelle, connaissant la contraction de la consommation qu'on observe souvent en janvier, le mois le plus long de l'année. Le seul bémol dans le message du président de la République est que je n'ai pas senti une attention particulière au secteur informel qui représente quand même entre 20 et 30% du PIB. Je sais que l'illustre invité va nous rassurer que le secteur informel n'est pas orphelin dans la vision du président de la République. C'est ça, dans Sadio, qui nous envoie ce message. L'analyse technique de la mesure est plutôt brillante, elle est claire. Le secteur informel ne peut être omis de l'action gouvernementale. Je le disais tout à l'heure,
toutes les annonces n'auraient pas pu être réalisées sur ce discours-là, parce que d'abord, c'est la communion avec son peuple qui est à l'ordre du jour. Maintenant, pour le secteur informel, les annonces ou les actions qui ont été menées d'ores et déjà vont être continuées et les ministères sectoriels viendront en appui pour indiquer les points sur lesquels les améliorations seront réalisées tout le long de l'année. Merci, Monsieur le ministre. Bon, on va donc poursuivre avec les questions des téléspectateurs. Il dit quoi des jeunes entrepreneurs qui sont complètement asphyxiés? C'est la question de 90 33 98. 90 33 98. Des jeunes entrepreneurs qui seraient asphyxiés. Est-ce que vous les connaissez? Quelles mesures d'oxygénation prenez-vous à leur endroit? Alors, les jeunes entrepreneurs, l'objectif ne serait pas de les asphyxier. Au contraire, les jeunes entrepreneurs sont aujourd'hui les fers de lance de la réindustrialisation que le chef de l'État prône pour notre pays. Lorsqu'on prend les filières et l'on parle aujourd'hui de la construction de chaînes de valeur, ces chaînes de valeur incluent ces jeunes entrepreneurs qui se saisissent chacun dans leur position des maillons. Donc, peut-être qu'il y a des difficultés qui sont des difficultés, je ne veux pas dire personnelles, mais des difficultés sectorielles. Il faut avoir les éléments pour pouvoir apporter une réponse précise à ce téléspectateur. Mais les petites entreprises sont aujourd'hui, les très petites, les petites et les moyennes entreprises constituent des éléments clés de la politique gouvernementale. Je parlais tout à l'heure de la charte des TPME. Quel est l'objectif? L'objectif est aussi de proposer un cadre pour pouvoir accompagner. Donc, je voudrais rassurer le téléspectateur, peut-être un problème un peu plus ponctuels ou un peu plus circonstanciés, mais de façon générale, ils ne sont pas oubliés de la politique gouvernementale. Plus 233 24 422, plus 233 24 422. Vous avez un téléspectateur qui doute de tout ce qui a été dit. N'espérez rien de ce gouvernement togolais. Chaque année, ce sont les mêmes vœux et promesses, aucune action. Soyons sérieux dans ce pays. À combien sont payés les salaires togolais? Parler de la gratuité des frais scolaires n'est pas un succès. Tous les pays africains ont rendu gratuit l'éducation du primaire au lycée, même ici au Ghana. Vous avez augmenté les prix des choses. Il faut que le gouvernement ouvre les frontières. Nos mamans souffrent. Alors, que retenir de ce qui a été dit? Peut-être la question des frontières, parce que tout ce qui procédait plus d'une analyse personnelle de la situation pour quelqu'un qui vit à l'étranger. Les frontières, l'ouverture des frontières ne peut être réalisée ou ne peut être faite par notre pays tout seul. Il faut une concertation entre les différents États pour arriver à l'ouverture des frontières. Et cette concertation a débuté. Elle a débuté, il y a eu des annonces qui ont été faites, des projections. Il y avait une projection pour l'ouverture dans ce mois de janvier. Mais pour pouvoir ouvrir, il faut prendre un certain nombre de mesures. Il faut harmoniser, par exemple, les niveaux de contrôle en termes de... La situation sanitaire l'impose. Est-ce que l'on administre les tests PCR de l'autre côté de la frontière à Ilakondi et de notre côté au même prix? Les conditions qui sont éligibles, il faut qu'on s'entende. Si les États ne s'entendent pas et que les mesures sont prises de façon disparate, il n'y aura pas d'efficacité. Toute la problématique est là. On connaît les difficultés qu'on peut avoir pour traverser la frontière d'Aflaou. On connaît les facilités qu'on peut avoir pour traverser la frontière à Ilakondi. Bon, il nous faut arriver à harmoniser tout cela pour que la circulation des hommes et des biens puisse se réaliser de façon la plus homogène possible. 98 16 95, 98 16 95. Bonjour, le discours du président m'a plu et je veux savoir à quand l'assurance maladie universelle et la régularisation des cautions des loyers. Alors, la loi sur l'assurance maladie universelle a été votée.
Et là aussi, il me semble que c'est une réussite qu'il faut célébrer. Nous sommes l'un des rares pays à avoir posé le cadre légal, dans la sous-région en tout cas, sur l'assurance maladie universelle. Un certain nombre de mesures avaient déjà été prises en préparation de cette assurance maladie universelle. Lorsque le gouvernement parle de la mise à disposition de chacun de nos compatriotes d'une identité numérique notamment, c'est dans ce lien-là, pour faciliter l'implémentation notamment de l'assurance maladie universelle. Lorsqu'on parle d'un registre social universel, unique, on est sur la même démarche. Donc l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle est en cours de téléchargement. Et relativement à la caution de loyer, le texte est déjà venu en Conseil des ministres. Je pense que le téléspectateur en a eu vent. Il y a eu des discussions, et le texte a été remis à l'étude pour être amendé. Mais je peux vous parler de ce texte. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une demande forte de nos concitoyens, mais il s'agit également d'un engagement de l'État. Aujourd'hui, il y a des disparités en termes de perception des cautions de loyer et des garanties notamment. Il y a beaucoup de disparités. Donc, les questions qui se posent sont des questions très simples. Est-ce que l'on fait un texte unique à l'échelle de tout le territoire au risque de fausser certaines pratiques? Par exemple, dans des localités comme Pagouda, on ne demande pas de caution de loyer. À Lomé, on demande des cautions de loyer. À Atakpamé, on en demande. Si on fait un texte unique, le risque ne serait-il pas de voir les endroits où on en demander finalement une caution? Donc il y a une étude qui est en cours, qui doit nous permettre d'apporter une réponse précise à cette situation-là. Donc le gouvernement travaille là-dessus et avance avec beaucoup d'humilité parce que la question n'est pas simple. La question n'est pas simple. Il faut arriver à mettre en face des droits qui sont équivalents. Les droits des propriétaires, les droits des locataires. Donc une dimension sociale et une dimension libérale pour lesquelles on doit trouver un trait d'union pour avancer. 92 48 60, 92 48 60. Bonjour, Monsieur le ministre. Êtes-vous satisfait de la qualité des images, de la qualité des plateaux, émissions et journal de la télévision togolaise? En 2013, un fonds de 19 milliards a été mis en place pour la modernisation de la TVT. Où en est la mise en œuvre de ce projet? Ce projet avance. Le projet dont vous parlez, c'est le projet de la numérisation de la TVT. Et j'espère que vous avez l'opportunité de regarder la TVT sur New World TV et vous pourriez saluer la qualité des images de ce point de vue. Mais si vous regardez sur une chaîne comme Canal notamment, il est possible que vous n'ayez pas la même qualité. Mais je peux vous le dire, nous ne sommes pas satisfaits de l'existant. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais nous ne nous arrêtons pas au constat d'insatisfaction. Il y a un travail de fond qui est en train d'être réalisé pour améliorer cet existant-là. Une transformation des médias d'État en médias de service public est en cours. Et cette transformation s'accompagne aussi d'une modernisation de l'infrastructure existante, en tout cas relativement au plateau dont vous parlez. Donc n'ayez crainte, le travail qui se fait va se poursuivre et vous permettra de constater les évolutions qui sont annoncées. 90 87 49, 90 87 49. Bonjour Monsieur le ministre, parlant du 13e mois, félicitations au chef de l'État pour l'initiative qui vient à point nommé. Mon inquiétude est qu'elle ne vienne pas plonger certains agents dans un état de cycle infernal de dette auprès des banques. Je m'attendais plutôt à une révalorisation de la valeur indiciaire et à une forte subvention des prix des produits de première nécessité pour soulager l'ensemble de la population togolaise. Je vous remercie Monsieur le ministre. C'est Christophe qui nous écrit depuis Atapamé. Merci beaucoup. Relativement à la subvention des produits de première nécessité, il y a les subventions existantes sont maintenues jusqu'à présent. Depuis 2019, il faut le dire, ces subventions sont maintenues à un niveau très élevé. J'ai parlé du gaz domestique, du riz, du pain, du carburant. Mais en réalité, il y a d'autres formes de subventions dont nous ne parlons pas assez et qui sont des subventions qui sont dirigées notamment vers les produits vivriers. C'est vrai que l'État n'injecte pas directement de l'argent entre les mains des revendeurs, mais l'engrais est subventionné, notamment.
Le secteur agricole en lui-même bénéficie aujourd'hui d'une action très forte du gouvernement pour faciliter la mise à disposition des crédits, des taux qui doivent rester accessibles. Le mécanisme, le MIFA, qui est mis en place pour mettre en lien les agriculteurs et des financiers. Donc, il y a une forme d'accompagnement qui est comprise dans ce package-là et qui doit permettre au prix de rester à un niveau raisonnable. Mais la nouvelle campagne agricole qui vient de commencer a bénéficié aussi de 76 nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées, les ZAP. Il y a aussi des zones d'aménagement pour l'élevage, les ZAP-PB. Donc, ces zones vont être réservées à des cultures particulières, le maïs notamment, le maïs et le riz. L'idée, c'est de faire en sorte que les prix soient contenus par cette production-là. L'ANSAT, il faut en parler, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, a augmenté ses capacités de stockage. Ce qui veut dire que l'ANSAT a acheté beaucoup cette année pour nous permettre, le moment venu, d'injecter sur le marché le surplus pour contenir cette inflation ou cette hausse des prix. 90, 72, 63, 90, 72, 63. Bonjour, belle émission. Parlant des indemnités de départ à la retraite, qu'est-ce qui est prévu aux ayants droit des fonctionnaires qui sont décédés? Qu'est-ce qui est prévu donc pour ceux qui sont décédés et qui n'avaient pas touché ces indemnités? Le président encourage le secteur privé à payer le 13e mois. Monsieur le ministre, êtes-vous sûr que ça va se faire? Ou bien il y a des Togolais qui ont tort de ne pas travailler pour la fonction publique? Le chef de l'État encourage le secteur privé et vous savez, dans le secteur privé, il s'agit d'investissements du privé. Et ces investissements-là prennent en considération des impératifs. Je l'ai dit en début d'émission, le travail qui est effectué avec le secteur privé par notre État, et notamment pendant cette période particulière, est un travail de grande qualité. Et la collaboration du secteur privé a été là aussi de qualité. On peut espérer que le secteur privé, en fonction des moyens disponibles, parce qu'il s'agit aussi de trésorerie, que le secteur privé accompagne l'État dans ce cas-là. Pour ce qui est des ayants droit, ces ayants droit, dès lors qu'il s'agit d'un droit qui est acquis, pourront bénéficier de ces ressources. Si le droit, avant le décès du decujus ici, comme disent les juristes, si le droit est acquis, les ayants droit peuvent en faire la demande pour l'obtenir. 91, 91, 91, 3 fois 91. Alors, Monsieur le ministre, nous saluons les efforts du chef de l'État et de son gouvernement. Ma question est la suivante. Pourquoi le chef de l'État ne demande pas des audits à la fin des grands chantiers et projets? On se rend compte que c'est à ce niveau que les fonds sont dilapidés. Et lorsque la population interpelle, on fait la sourde oreille. C'est Tchagouni qui nous écrit. Je voudrais remercier M. Tchagouni pour son interrogation. En vérité, les outils existent déjà. Les outils existent et de façon complémentaire ou de façon exceptionnelle, il peut y avoir cette demande d'audit. La Cour des comptes rend un rapport et fait des recommandations désormais chaque année. Il suffit de se saisir, et c'est ce que nous faisons. La Cour des comptes nous fait des rapports sur chaque entité, nous donne les rapports, et s'il y a des irrégularités, la Cour des comptes signale. On a la Cour des comptes, on a des cours régionales des comptes, et dans les journaux, parfois, vous lisez telle mairie aurait été épinglée, selon les termes recherchés des journalistes, sur sa gestion, sur ceci et cela. Donc, le contrôle se fait, et sur la base de ce contrôle-là, des décisions sont prises. 93 33 14 93 33 14 sur le plan des infrastructures, j'ai été sur ma soif. Le grand marché de Lomé est lancé, reste là, mais n'a jamais démarré, aussi bien que la construction des collèges universitaires ou la construction d'un hôpital militaire. Il a parlé du marché de Lomé, on peut ajouter le marché de Kara, qui a encore pris feu ce week-end. Vous avez encore de nouveaux pains sur les anciennes planches.
et on continuera à y travailler. Sur les marchés, le tour de table financier est le plus grand problème. Pour construire, il faut pouvoir mobiliser les finances. Une fois que les finances sont mobilisées, le chantier peut démarrer. Je crois que sur ces questions-là, les problématiques sont étudiées et seront réglées au fur et à mesure. Mais relativement au collège universitaire, il y avait une question sur les collèges universitaires, il me semble. Alors, notre pays n'a pas annoncé les collèges universitaires, sauf erreur de ma part. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de faire en sorte que l'éducation ou l'enseignement supérieur notamment répondent à nos besoins précisément. L'on ne va pas construire des universités pour en construire. Il nous faut construire des universités pour répondre à nos besoins. C'est dans ce sens-là que les IFAD, par exemple, ont été développés pour permettre d'apporter de la main-d'œuvre spécialisée sur des questions spécifiques. Il y en a 2 qui ont ouvert à cette rentrée, l'IFAD bâtiment d'Adido Gomé et l'IFAD élevage de Barkwasi. Et d'autres IFAD vont ouvrir leurs portes. Le secteur technique et technologique notamment va s'accroître en termes d'infrastructures. Mais pour les universités, la réflexion continue. S'il faut créer des universités, il faut que ces universités ou ces collèges universitaires répondent à des besoins spécifiques, répondent aussi à une certaine idée de la décentralisation pour que tout notre territoire soit maillé de façon précise. On ne peut pas, par exemple, envisager de construire un IFAD élevage dans un endroit où on ne fait pas d'élevage. Vous voyez, si on doit construire ce type d'infrastructure, il faut que les localités identifiées soient pertinentes pour ces choix-là. 70 36 10. 70 36 10, c'est Serge qui nous écrit depuis le camp de police. Il a 2 questions. Il voulait demander pour comment le gouvernement compte faire pour limiter l'inflation des conducteurs de taxi-moto, parce que lui, il pense qu'à chaque fois qu'il prend taxi-moto, les conducteurs augmentent le prix chaque jour. Qu'est-ce que vous faites pour rappeler à l'ordre ces opérateurs économiques? Sa deuxième question est relative au concours, notamment du ministère de l'économie. Ils ont passé le concours depuis 1 an, écrit-il, mais résultats pas toujours proclamés. Il estime que vous avez promis sur une radio que les résultats seraient proclamés. Mais pourquoi ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui? Serge, depuis le camp de police. Pour ce qui est des conducteurs de taxi et de taxi-moto, le ministère des Transports routiers, aériens se chargera de continuer la réflexion. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que des concertations ont lieu, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, mais aussi dans le cadre de la vie chère pour maintenir les prix. Ce sont des concertations. Il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises privées et que nous ne sommes pas dans une situation absolue de régulation des prix. Mais l'État engage des discussions pour administrer, entre guillemets, ces prix-là. Ces discussions vont continuer. Pour ce qui est du concours, évidemment que les résultats seront proclamés. Mais l'État doit s'assurer des disponibilités budgétaires avant d'injecter les individus dans la fonction publique. Si on injecte et qu'on n'a pas les moyens de les payer, c'est un peu délicat. La question du 3e mois revient avec insistance. Autant préciser que le 13e mois n'est pas obligatoire. Hein. On n'est pas obligé de prendre. On peut le laisser sur le compte alors. 90, 72, 98, 90, 72, 98. Il nous fait une démonstration. Bonjour le plateau. Je voulais passer par ce canal pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre champion, le président de la République, son gouvernement et le peuple togolais tout entier. J'ai une question au ministre. Le 13e mois dont il parle concernant le remboursement, le fonctionnaire togolais est sous prêt. Il prend déjà la moitié de son salaire. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui prend comme salaire 150 000. La banque lui prélève la moitié, 75 000. Déjà, avec cela, il arrive difficilement à joindre les 2 bouts pour finir le mois. Et avec le 13e mois, il doit rembourser 12 500, donc 75 000 moins 12 500. Cela lui reste 62 500 par mois avec les 62 000. Comment il pourra encore joindre les 2 bouts déjà difficiles? Cela n'amène pas encore une difficulté de plus. Daniel, depuis Apesito.
l'objectif de la mesure n'est pas de mettre en difficulté nos concitoyens. Moi, je le disais tout à l'heure, il s'agit de mettre à disposition de nos concitoyens une certaine ressource. Mais la ressource dont il s'agit n'est qu'une ressource anticipée. Donc, à partir du moment où la personne a perçu justement ces sommes-là, il est rentré dans son patrimoine une certaine richesse. Et le fait, plus tard, de voir ces prélèvements s'effectuer n'est en réalité que l'étalement, n'est-ce pas, du paiement dans le temps. Il n'y a pas d'inquiétude. Il faut compter avec l'intelligence de nos compatriotes pour dire que cette perception anticipée de salaire permettra aux concitoyens de régler justement par anticipation un certain nombre de problèmes. Et ce qui est réglé n'est plus à régler. De Dapaon, l'arrêt nous écrit 92 65 58, 92 65, 92 65 58. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Ministre, tous mes sincères vœux à vous et à toutes vos familles, à travers vous, à toute la République, Son Excellence. Comparativement aux pays côtiers, nous les Togolais avons des salaires misérables, mais les prix des biens en hausse tels que le gaz, ciment, céréales, riz, etc. Qu'est-ce qui explique cela? Quand vous parlez du social, c'est votre social ou c'est le social de nous autres Togolais? Qu'est-ce qui est dans le fameux social? Le prêt ou le 13e mois n'est-il pas l'accentuation misérable que nous vivons au Togo? Permettez-moi, Son Excellence, que vous évaluez vos actions, projets, programmes sur la vie des Togolais. Êtes-vous satisfait? Toute ma reconnaissance à vous. L'arrêt depuis Dapaon. Je peux le rassurer sur un point. Le gouvernement n'est pas satisfait parce que l'idée, justement, c'est de ne pas rester dans l'autosatisfaction. Le président de la République l'a indiqué. Il y a encore des situations difficiles dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour laquelle, l'inclusion sociale reste l'outil ou le marqueur de la politique. Lorsqu'une action est menée, il est possible d'en faire le bilan quelque temps plus tard. Mais une fois que cette action est menée, il s'agit d'une situation qui est réglée. Le social dont on parle, ce n'est pas la possibilité aujourd'hui de changer la vie du Togolais du tout au tout, du jour au lendemain. C'est la possibilité de faire en sorte que progressivement, la vie du Togolais change. Que certaines situations n'aient plus à être identifiées comme des situations problématiques le lendemain. Lorsque l'on décide de faire, par exemple, ou de construire une infrastructure hydraulique à un endroit, oui, on permet par exemple aux habitants de cette localité de ne plus avoir à parcourir 5 km ou 10 km pour aller chercher de l'eau. Cela leur permet non seulement de gagner en énergie, cela leur permet de gagner en temps pour faire d'autres activités. Peut-être que ce n'est pas mesurable en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais cela est mesurable en valeur. Donc, il n'y a pas d'autosatisfaction. Il y a tout simplement un ouvrage remis au quotidien sur le métier pour continuer à régler les difficultés de nos concitoyens. 90 54 69, 90 54 69. Pourquoi le président n'a pas songé à des grâces présidentielles pour désengorger les prisons et renforcer par là, la même occasion, la cohésion sociale? Faustin depuis Tchamba. Discours à la nation... vœux à la nation, pardon, tout ne peut pas être réglé dans ce discours. Je le dis encore. La preuve, le lendemain, les mesures concernant certains retraités ont été données. Aujourd'hui même, la journée de demain est fériée. Il me semble que une grâce présidentielle est une prérogative du chef de l'État. C'est une prérogative qu'il exerce de façon discrétionnaire et en toute opportunité, il exercera cette prérogative. Vous qui êtes dans les secrets des dieux, ça peut venir en mesure additionnelle? Oh non, je peux pas vous affirmer cela. Il s'agit d'une mesure discrétionnaire. Ce ne sont pas des mesures du gouvernement, ce sont des mesures de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc vous pouvez être au courant? Cela dépend.
cela dépend. Une fois que c'est pris, en ma qualité de porte-parole, je peux être au courant pour en informer nos concitoyens, mais pour l'heure, je ne peux rien dire à ce propos. Nous tirons vers la fin de cette émission. On va prendre encore deux questions et conclure. 93 21 50. 93 21 50. Que nous dit Makou depuis Bafilo? Monsieur le ministre, hier 1er janvier 2022, une partie du nouveau marché de Kara a pris feu après l'incendie du grand marché de Lomé et celui de Kara en janvier 2013. Les enquêtes sont ouvertes et jusqu'à présent, les enquêtes ne sont jamais fermées. Pourquoi les enquêtes n'aboutissent jamais au Togo, selon Makou? Je crois que c'est excessif de dire que les enquêtes n'aboutissent jamais au Togo. Certaines enquêtes ne sont peut-être pas allées encore à leur terme. Moi, je le dis encore, il s'agit du cours de la justice et là-dessus, l'exécutif n'a pas prise. La situation du marché de Kara est déplorable, mais des informations que l'on a jusqu'à présent, l'origine du sinistre n'est pas encore déterminée. Je crois que les équipes sont sur place pour mener les enquêtes de police qui sont nécessaires. Merci en tout cas à nos téléspectateurs qui sont encore très nombreux à vouloir poser les questions au ministre. Les questions reviennent notamment sur le 13e mois. Finalement, ce cadeau va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces différents sujets. Monsieur le ministre, nous allons conclure notre émission. Peut-être le temps de répondre à ceux fidèles des téléspectateurs. Et sauf à Dikeni, 90 33 81, 90 33 81. Bonne heureuse année 2022 à vous et à votre invité, à tout le personnel d'Hollywood. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, il y a eu pas mal de projets en faveur de nos populations, mais le constat, c'est que la mise en place de tous ces projets sont mal imprimés sur le terrain, car ceux qui sont en charge de mettre en œuvre ces projets le font par clientélisme ou par favoritisme, et cela plombe le développement du pays. Sauf à Dikeni. Le chef de l'État dit, mais les moyens, dans l'exécution, il constate que les marchés sont octroyés par clientélisme et donc les résultats bâclés. Les marchés octroyés par clientélisme, je parlais tout à l'heure de la loi sur les marchés publics adoptée la semaine dernière pour corriger et améliorer le texte existant. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que sur les marchés publics, nous avons une autorité de régulation et nous avons aussi un centre de règlement des litiges. Et ce centre est particulièrement performant, peut-être qu'on n'en parle pas assez, dès lors qu'il y a des soupçons ou des cas de litige, le centre est saisi et des décisions sont rendues. On a vu des marchés annulés, on a vu des entrepreneurs suspendus. Donc, il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié rempli et considérer que l'ouvrage reste sur le métier et que c'est au quotidien que l'on change le pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur le plateau. Pascal souhaite l'année prochaine que le journal, que le discours passe à 20h au début du journal. Pascal depuis Kara. Nous remercions la coordination technique de l'émission assurée par Sylvain Tata Djigli qui était aux réseaux sociaux également. La caméra Thomas Choi, Stéphane Kouonou, la diffusion Samuel Agnala. La réalisation a été assurée par Magloire Adokou. Merci infiniment, professeur, d'être passé. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et bonne heureuse année 2022 à vous, à votre famille. Merci, bonne année à tous les Togolais. Que Dieu nous comble de ses infinies grâces. 2022 qui sera forcément meilleur que 2021. Absolument. Si on en croit le discours du chef de l'État togolais. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.